Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, épisode dédié au livre. Et j'ai avec moi autour de la table, pour en parler, Monsieur l'Ours, Salut. Jouk, Salut. et donc moi-même, le Zla, ou peut-être le Zla, comme vous préférez. Monsieur l'Ours, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler du premier tome d'une trilogie de romans de hard SF qui s'appelle Le problème à trois corps. Voilà. Ok, tout à l'heure. Jouk, Moi, je vais vous parler d'une BD qui est la BD On Mars d'un Français, Sylvain Rimberg, avec une participation de Groom pour les dessins. et je vous parlerai d'une BD qui a un titre connu, puisque c'est le journal d'Anne Frank. Un petit tour de table avant, histoire de voir si vous avez ce que vous avez lu ces derniers temps. Ouais, pour ma part, Le problème à trois corps et ses autres opus me prend pas mal de temps, donc pas eu le temps de lire grand-chose d'autre ces derniers mois, mais petit focus sur La Vilaine. Soyons un petit peu chauvins dans ce podcast. La Vilaine, c'est quoi ? C'est un recueil de bandes dessinées réalisé exclusivement par des auteurs de bandes dessinées rennais, avec comme cadre Rennes, sans pour autant que Rennes soit forcément le sujet de chaque histoire. Ce n'est qu'un décor, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent la ville, ils remarqueront là quelques rues connues, ici un bar ou un parc, mais voilà, les histoires sont au-delà de ça des histoires parfois fictionnelles, parfois réelles. On est proche du fanzine, on va dire, dans l'esprit, c'est-à-dire que vraiment chaque histoire est un petit peu décorrélée les unes des autres, et plutôt là pour mettre en avant son auteur et son dessinateur. Et je trouve l'initiative super chouette parce que déjà c'est un bel objet. On est sur à peu près 200 pages pour 18€, ce qui est quand même super honnête. La production en tant que telle est vraiment de qualité. Les planches sont super belles et il y en a pour tous les goûts. Alors c'est un peu le défaut de la qualité, on va dire, de ce genre d'ouvrage, c'est que des styles graphiques, il y en a plein, donc il y en a qui vont plus vous parler que d'autres, mais je trouve que globalement c'est vraiment hyper qualitatif, et du coup c'est cool comme ça, et c'est le but de ce projet, de mettre en avant des auteurs de bande dessinée bretons qui n'ont pas forcément pignon sur rue par ailleurs. Vous pouvez trouver ce recueil à peu près partout dans Rennes, dans toutes les bonnes librairies, y compris, et ce qu'on a un petit peu regardé juste avant, sur le site internet de la librairie du voyage. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément à Rennes, vous pouvez l'acheter sur internet, il n'y a aucun souci. Ça vous donnera comme ça une petite pastille de Rennes et de ses auteurs. Donc voilà, 2 tomes pour l'instant, à chaque fois financés sur Ulule. Le prochain va commencer, je pense, à être préparé dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc restez aussi aux aguets d'une prochaine campagne participative pour le 3e tome, si jamais vous voulez soutenir l'initiative qui est très très chouette. Il y a combien d'histoires par tome ? J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure, il y avait une vingtaine d'auteurs et d'autrices par c'est tome. ça, je pense qu'on est... alors parfois, du coup, les histoires sont scénarisées par quelqu'un et dessinées par quelqu'un d'autre, donc ça va regrouper, on va dire qu'on va être, je pense, une quinzaine d'histoires. Globalement, ça va de 1 page à 8 pages, c'est très varié. Ouais. Il y a une grande liberté qui est donnée à chaque personne. C'est un projet qui est vraiment un projet associatif, c'est pas du tout professionnel, c'est des gens qui montent ça par passion de la BD. Et du coup, ça se ressent aussi dans le format qui est très très libre et qui permet aux gens de s'exprimer, quoi. Ok, d'accord. Et Jouk, de ton côté ? De mon côté, j'ai lu une reco de l'ours qui était la BD Renaissance. Je rappelle le pitch vite fait, c'est la Terre ne va pas bien du tout, et une espèce extraterrestre décide que ça vaut le coup de sauver l'humanité et sauver la Terre parce qu'on a un peuple intéressant, et donc ils viennent sur Terre nous aider au milieu de nos combats, de nos problèmes d'écologie, nos problèmes environnementaux. Ils viennent nous aider là-dessus. Et on en parle en détail dans l'épisode 22 de fin août. Exactement. Et très sympa comme BD, l'histoire est vraiment bien foutue. Je suis un peu moins fan des dessins, mais ça m'a pas gêné plus que ça. En revanche, l'histoire est vraiment bien. Ok, d'accord. Moi j'ai lu de mon côté On Mars, mais tu vas nous présenter tout à l'heure, donc j'aurai
je réagirai. Ça fait assez longtemps que je suis sur le livre de poche, L'auberge de la Jamaïque. Mon objectif, c'est de le finir là, pour la fin de l'année. On y croit. J'y crois. Ça doit faire à peine un an que je suis dessus, donc ça va. Ouais, je trouve que bon, je vois pas trop où ça nous mène pour l'instant. Je sais qu'après, j'enchaîne avec la Russie selon Poutine d'Anna Politkovskaya, une journaliste qui a été assassinée en Russie. A priori, je me suis renseigné, si on veut un peu comprendre le fonctionnement de la Russie moderne, c'est le livre de référence et je sens que je vais mettre un petit moment à le lire aussi, celui-là. Quand je vois, peut-être moyen que ce soit plus Poutine au pouvoir quand tu l'auras fini. C'est tout à fait possible. Monsieur aime les défis. Mais bon, il attend, là, il est sur la table de chevet. Je me demande si d'ailleurs c'est pas mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Donc voilà, mais bon, c'est un objectif. Ok, bah tiens, Joe, tu commences, tu nous parles de On Mars. On Mars, ouais, du coup. Donc On Mars, c'est... Alors, j'ai eu du mal à trouver l'info, mais a priori ce sera 3 BD, 3 tomes. C'est aux éditions, pour ceux qui le cherchent, c'est aux éditions Daniel Maguen, qui est une galerie qui fait aussi de l'édition de BD. Voilà. Donc, comme je disais, normalement, il doit être en 3 tomes. Les 2 premiers tomes sont sortis, puisqu'on les a là. Le 3e tome devrait pas tarder à sortir, je crois, et donc ce sera à la fin de la BD. C'est assez simple, ça reprend un peu le pitch aussi de Renaissance. On est sur de la SF. L'histoire est un peu toujours la même, c'est que la Terre va mal et va devenir bientôt inhabitable. Donc, les gouvernements terriens ont pris la décision d'envoyer des colons sur Mars pour rendre la planète Mars habitable. Et ces colons qui sont envoyés, en fait, sont tout simplement des prisonniers. C'est tous les prisonniers qui sont condamnés à 5 ans ou plus comme peine sont envoyés sur Mars pour travailler comme des forçats sur la planète pour la rendre habitable. La toile de fond de On Mars, c'est ça. Dans le détail, en fait, ce qu'on va avoir, ça va être c'est assez classique, ça va être de la lutte de pouvoir entre différents groupes de prisonniers, de la collusion entre les groupes de prisonniers et le pouvoir martien qui est géré par 3 administrateurs, si je dis pas de bêtises, de la collusion entre ces groupes de prisonniers et les gouvernements sur Terre. Et voilà, on va suivre plus particulièrement un personnage dedans qui s'appelle Jasmine Stanford, qui est une ancienne flic qui a été condamnée et envoyée sur Mars. Et ça va être elle qui va créer le fil rouge et qu'on va suivre au fur et à mesure des BD, qui va se débattre au milieu de ces groupes de prisonniers et de ce pouvoir en place sur Mars. Donc le thème est assez classique. Moi, j'ai bien aimé la BD, j'ai bien aimé le traitement des sujets, même s'ils sont très classiques. J'ai bien aimé le dessin. Le reproche que j'ai à lui faire, s'il y en a un, c'est que le développement est extrêmement rapide. Autant sur le tome 1, on a un développement assez cool, où ça va, on a le temps de présenter les personnages et d'apprendre un peu à les connaître. Autant sur le tome 2, ça accélère à une vitesse folle. D'un seul coup, tous les groupes, on prend connaissance de tous les groupes de prisonniers, de toutes les ramifications entre les groupes de prisonniers et les administrateurs, toutes ces choses-là, et dans le tome 2, ça s'accélère vraiment. Donc, je sais pas si c'était la volonté de l'auteur de faire aussi vite, ou s'il a été pressé par le fait de devoir faire 3 tomes et pas plus. Mais c'est le seul reproche que j'ai à faire, parce que pour le reste, le traitement est bien fait, et c'est une BD que j'ai bien aimée. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, déjà. Ouais, non, mais moi j'ai exactement la même problématique, c'est que pour le coup, ça m'arrive assez souvent quand je lis des BD. C'est cette impression que l'histoire est pas forcément adaptée au format. Ouais, donc, c'est ça. J'en sens bien que c'est une BD qui aurait mérité presque 10 tomes. Ouais, alors pour le coup, je l'aurais pas lu parce que moi je suis pas là avec les trucs à rallonge. Ouais. Mais oui, ça va beaucoup trop vite. C'est, tout se déroule trop vite, tout arrive trop vite. Ouais. Et ça fait un peu parachuté. Ouais, et du coup, tu te dis ouais, c'est un peu facile comme histoire parce que tu sens que un événement qui suit un autre, il devrait dépendre de ramifications, d'événements plus complexes et tout. Puis en fait, ça enchaîne. Donc, pourtant, il y a une bonne matière. Il y aurait une bonne matière à faire des tomes sur plein de choses, sur les rapports entre les différents groupes de prisonniers, etc. Ça aurait été pas mal du tout, mais c'est vraiment un peu parachuté et un peu balancé. Mais bon. Je sais pas où se situe la problématique. Je sais pas si c'est une problématique de l'éditeur qui a voulu 3 tomes et pas plus, ou si c'est l'auteur qui a voulu faire comme ça, je sais pas. Mais après, l'édition est chouette, notamment, moi, ce que j'apprécie beaucoup, en fin d'album, t'as des croquis de comment ils sont arrivés à dessiner tel personnage, ne serait-ce que les coiffures de l'héroïne, etc. Moi, tout ça, j'adore ce travail-là, et je trouve ça vachement sympa, la BD permet ça. Ouais. C'est vraiment cool, donc c'est une chouette édition, c'est pas inintéressant.
Mais oui, c'est ça, ça va trop vite, du coup Ouais. ça paraît trop facile, quoi. C'est, Si un film faisait ça, on lui le reprochait forcément, quoi. Oui, complètement. Ouais. Mais Donc, c'est vrai qu'on reste sur sa fin. Dommage, parce que tout le reste est vraiment bien, la matière est bonne. Il y a matière à faire une série qui serait pas mal. En plus, oui. Un peu Après, le sujet- l'action et politique. Ouais, le sujet est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt bien traité. Oui, non, effectivement, actuellement, c'est la conquête de Mars est Oui. plus que d'actualité. La conquête de Mars, la SF, enfin, ces choses-là, en ce moment, c'est dans l'air du temps. À noter, on le présentera peut-être un jour, il y a un jeu de société qui a exactement le même nom, On Mars. C'est un très très gros jeu. Donc voilà. Il y a, a priori rien à voir, mais qui a exactement le même nom. Voilà. Je sais plus quelle note je vais donner, je l'ai quand même bien noté, parce qu'à part cette problématique du déroulement de l'histoire, c'est quand même une BD qui est sympa Ouais. et qui se lit très bien. Ça reste quand même au format de la BD. Ouais. Je pense pas que tu lises une BD pour en savoir plein, enfin avoir plein de détails sur. Ouais. Enfin, Non, tu t'attends voilà. pas à un truc exhaustif qui va très loin dans les relations entre les personnages, mais là, quand même, on est un cran en dessous de ce qu'on espère dans une BD, quoi. La question, c'est est-ce qu'ils ont pas mis justement trop de. Bah si, est-ce qu'ils ont pas trop développé leur univers, du coup, sans pouvoir explorer toutes les ramifications auxquelles C'est vrai eux-mêmes ils ont pensé, quoi. c'est vrai qu'ils avaient une base à faire un truc très complet, très gros, et peut-être que oui, ils ont été un peu submergés par ça, quoi. Et que, du coup, ils ont peut-être essayé de réduire un peu, mais je sais pas. C'est vrai que quand on lit la BD, c'est un peu compliqué à savoir où se situe la problématique dans le récit de l'histoire. Mais bon, moi je la conseille quand même parce que c'est une BD qui se lit bien et qui est vraiment sympathique. Ouais, faut attendre le 3e tome. Oui, je sais. Là, c'est vraiment la grosse inconnue, c'est avec tout ce qui s'est passé dans le tome 2, comment il va faire le tome 3, quoi. Il y a tellement de choses qu'il pourrait raconter, donc je sais pas. Moi, je suis un peu comme pour les BD, comme pour les séries. J'aime bien attendre que toute la saison, toute la série soit sortie avant de regarder, parce que là, ouais, ça m'a plu et tout. T'as envie de lire le 3e, il va sortir dans, j'en sais rien, 2-3 mois. Je crois que normalement un c'était truc comme prévu ça. pour 2020. Donc, Tu vas, mais le problème c'est que voilà, dans 2-3 mois, le temps de trouver, enfin qu'il arrive jusqu'à chez moi, d'une façon Ouais. ou d'une autre, j'aurais oublié les 2 premiers. Et c'est un coup où soit tu loues. Alors pour les collectionneurs, c'est pas un problème, mais je trouve que pour les lecteurs Ouais. plus occasionnels, c'est un peu un truc que je trouve fatigant dans les BD de devoir attendre les tomes pendant hyper longtemps, quoi. Bon. Faites-vous votre avis, moi je le conseille. Bon, ça reste très bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Monsieur l'Ours? Je connaissais pas du tout, j'ai feuilleté un petit peu. Les dessins sont assez généreux dans les détails, Ouais, vraiment. les décors, les costumes et tout ça. C'est là-dessus, je pense que pour ceux qui aiment l'aspect très dessiné des choses, c'est assez cool. Ouais. On est dans un espèce de truc, un mi-chemin entre du truc un peu old school en mode, je vais dire 13 ou Torgal, et quelque chose d'un petit peu plus moderne, on va dire, dans la mise en couleur. Voilà, donc c'est pas non plus le dessin ne m'attire pas de ouf dans son côté très moderne, mais par contre le détail et la mise en couleur est chouette et j'aime, et ça se fait de plus en plus, ce côté effectivement très ramassé de l'histoire en 3 tomes, donc j'y jette Ouais. un œil. Ça peut être sympa effectivement. Ça pourrait être sympa à lire ça sortira sûrement un jour à terme en un seul gros volume. Ouais, en intégrale, ouais. peut-être. Ouais, Ouais. peut-être. Effectivement. Ouais. Ça gagnera un peu, je pense. Ok. Ouais, je continue, j'enchaîne, comme ça on reste dans l'univers de la BD avant d'aller vers le roman. Ouais. Donc moi, je vais vous parler du Journal d'Anne Frank, un roman graphique. Donc en fait, c'est une BD qui a été adaptée à partir du Journal d'Anne Frank. Donc, je vais le représenter vite fait, mais globalement, c'est assez connu. Donc c'est une BD de Harry Folman et David Polonsky. Harry Folman qui avait fait avant Le Congrès et Valse avec Bachir. Moi, je les ai pas lus, mais Valse avec Bachir, notamment, il l'a adapté au cinéma. C'est quelqu'un qui est cinéaste également. C'est une BD qui est parue en 2017 chez Calman Levy. Le Congrès, qui est un film aussi d'anticipation assez dingue en termes de visuel et tout. Un auteur intéressant, ouais. Donc, l'histoire, tout simplement entre guillemets, c'est l'histoire de Anne Frank, donc c'est une enfant juive qui s'est cachée avec sa famille et avec d'autres clandestins dans ce qu'ils appellent l'annexe, qui est un appartement caché, quasiment une petite maison cachée à côté de l'ancienne usine du père d'Anne Frank. Et donc, ils y resteront cachés quasiment 2 ans avant d'être dénoncés juste à la fin de la guerre, quasiment.
et du coup déporté. Et donc on suit donc ce que raconte Anne Frank à son journal. Donc comme dans le livre, hein, c'est ses sentiments personnels vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la guerre. C'est l'histoire de son quotidien. Donc là, ils sont très fidèles au livre sur ça, même si il explique à la fin, ils n'ont pas pu tout mettre. Et des fois, ils résument un sentiment général d'Anne Frank, par exemple, vis-à-vis des personnes, en quelques planches, notamment la comparaison avec sa sœur est très résumée, mais est montrée. Donc, dans cette adaptation BD, il y a un choix que... Alors, d'abord le trait. Moi, le dessin en choix, le trait m'a pas attiré plus que ça. C'est pas quelque chose... je me dis pas, waouh, c'est beau, etc. Je trouve que c'est assez plat, finalement. On dirait des dessins Disney d'il y a longtemps. Ouais. Mais un peu avec certains personnages qui ont des très grands yeux, un peu typé manga. Moi, c'est pas quelque chose dont je suis hyper fan. Mais il a un avantage en fait, ce dessin, c'est qu'en fait, vu qu'il est pas du tout, c'est pas de l'art pour moi, c'est pas hyper waouh. Du coup, il devient pas contemplatif et on n'est pas, du coup, en fait, on oublie la BD, on oublie l'objet BD pour se plonger dans l'histoire d'Anne Frank. Et en ça, c'est une vraie réussite parce que clairement, pour moi, tu peux pas faire le journal d'Anne Frank en mode ouais, le dessin est trop beau, c'est magnifique et tout. Non, c'est pas ça le fond du problème, quoi. Ouais. Et du coup, vu qu'il se fait complètement oublier ce dessin, on replonge vraiment dans le journal d'Anne Frank. Ils ont fait un choix qui est très très bien, je trouve. C'est qu'en fait, toute la partie où elle décrit son quotidien, ça c'est dessiné. Donc toute la bande dessinée, c'est vraiment son quotidien, les personnes, etc. Ce qu'elle observe. Par contre, quand elle parle de ses sentiments, quand elle parle de ses observations plus personnelles, si vous avez lu le journal d'Anne Frank, c'est très personnel. Oui. Ça, c'est pas dessiné, ils l'ont laissé en texte. Donc il y a parfois des doubles pages entières de texte. Hein, et c'est super parce que du coup, on suit. Ce qui est très très fort dans le journal d'Anne Frank, c'est on la voit grandir. Alors, on la voit grandir dans la vie de tous les jours via la bande dessinée, mais on la voit grandir dans sa façon de penser, de formuler ses sentiments et tout. Et ce qui a fait le succès du journal d'Anne Frank, c'est ce que tout le monde a dit, c'est que elle est extrêmement mûre pour son âge, et elle écrit aussi extrêmement bien, et c'est concis, c'est fin, ses analyses, et du coup la BD retransmet vraiment bien ça, ce choix qu'ils ont fait de pas dessiner outre mesure ses sentiments. Franchement, moi ça m'a beaucoup plu, parce que on passe facilement du coup du récit quotidien à, de la même façon, le récit du quotidien il peut être imaginé, il peut être filmé, ça pourrait être filmé, à cette façon de quand elle est plus dans l'introspection, etc. On repasse dans la lecture, et vraiment j'ai trouvé ça excellent. Et le truc, c'est que forcément Anne Frank avait 13 ans au début de l'histoire, donc on est une période de l'adolescence où elle mûrit, elle grandit beaucoup, puis elle est un peu en mode l'adolescence, elle se prend d'affection pour un garçon qui est avec eux, avant même d'elle-même de se rendre compte que finalement elle était attirée vers lui parce qu'elle en avait besoin, mais que finalement lui il est pas peut-être pas, on va dire, aussi débrouillard dans sa tête que elle, et de se rendre compte que si elle veut qu'il progresse, il faut pas qu'elle reste avec lui, quoi. Alors bien entendu, le journal est amputé sur la fin, donc on ne saura jamais, il n'y a pas de conclusion à cette histoire-là, mais ces réflexions vis-à-vis de tout ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce qui me fait dire que j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, je l'ai adoré, et là c'est Chenin qui est avec nous d'habitude qui me l'a prêté, et je me dis je pense qu'il faut que je l'achète parce que il a 3 cibles, ce bouquin, que je trouve hyper intéressant. Déjà, si vous n'avez pas lu un adulte, en tant qu'adulte, le journal d'Anne Frank, et que peut-être vous hésiteriez à y aller parce que vous ne savez pas exactement si ça va vous plaire, ou que c'est dur, etc. C'est un peu mon cas, ouais. C'est lis-le. T'auras l'impression d'avoir lu le journal d'Anne Frank avec ça. Ça marche. C'est vraiment top. Ça peut vraiment remplacer le journal. Ouais, je pense. Okay. Ce fait qu'ils aient gardé les aspects vraiment personnels, les pensées personnelles de la gamine à l'écrit, pour moi ça peut remplacer le journal d'Anne Frank, ou en tout cas ça peut te donner la motivation d'aller le lire.
vraiment facilement. Je pense si tu te dis, si tu as vraiment adoré toutes les parties où elle parle d'elle, etc. Bah, là, tu peux te dire, bah tiens, je vais aller lire le bouquin. Donc, première cible, pour moi, il y a celle-là. C'est clairement atteint. C'est top. La deuxième cible, un peu évidente, c'est toujours chez les adultes. C'est qu'en fait, le journal d'Anne Frank, donc c'est écrit par Anne Frank entre ses 13 et ses 15 ans, et c'était publié par son père, qui l'a retrouvé, lui, qui a été le seul survivant, en fait, de ce groupe de clandestins, comme il s'appelle eux-mêmes. Et en fait, il y a un vrai enseignement vis-à-vis des adultes, des adolescents vers les adultes, parce que on voit Anne Frank étant très très mature, c'est assez impressionnant. Elle au début du journal, elle est vraiment les adultes ils me comprennent pas, les adultes ma mère elle est con. Elle est très adolescente. Elle est vraiment dans l'adolescence, centrée sur elle-même et un peu avec un rejet des adultes. Et elle évolue au cours de sa propre histoire et elle prend elle-même le recul en disant oui, en fait, ils me comprennent pas sur ce point-là, mais je leur ai pas facilité la vie, etc. Et c'est une adolescente qui aime beaucoup son père. Et du coup, elle a aussi un regard critique vis-à-vis de lui. J'imagine que ça a dû être très particulier pour lui de lire ça après, parce que voilà, c'est les pensées de sa fille. Mais je trouve qu'il y a un vrai message pour des adultes qui auraient des enfants de 13-14 ans à lire ce livre pour comprendre un peu comment il marche et comprendre que se rappeler de ce que c'est d'être adolescent et qu'un adolescent marche pas comme un adulte. Et elle le montre très bien parce qu'elle le dit elle-même, des fois elle est considérée comme une enfant alors que la veille elle a été considérée comme une adulte. Et voilà, il y a une cible là-dedans. Enfin, j'ai envie de vous dire, ouais, si vous avez des enfants de 12 à 15 ans, relisez le journal d'Anne Frank. Vous allez en apprendre quelque chose, quoi. Et la dernière cible qui est forcément hyper adressée et qui moi me ferait peut-être acheter ce bouquin, me ferait acheter ce bouquin pour l'avoir à la maison, c'est en fait je me dis mais clairement il faut que mes filles un jour lisent ce livre. Bon là elles sont trop petites, mais elles arriveront à un âge où elles vont devoir découvrir ce qu'était le XXe siècle. Et c'est top parce que elles pourront s'identifier. On s'identifie à Anne Frank, se mettre dans la place de ce que cet enfant a vécu. Je pense que voilà, pour des ados, c'est une bonne façon de visualiser, d'apprendre cette histoire-là, quoi. Donc là, moi j'ai fait le lien parce qu'il y a quelques semaines, on avait revu ou vu avec mon épouse la liste de Schindler. Et c'est pareil, je me suis dit, il faut que je garde dans un coin, un jour il faudra que je le montre à mes filles. Et j'ai beaucoup lu sur la guerre 39-45, parce que ça a été une passion. Et il y a des livres, je dirais pas à mes filles, il faut aller les lire, c'est elles qui décideront ou pas. Mais le journal d'Anne Frank, que ce soit en BD ou en livre, la liste de Schindler, vraiment tu te dis, ouais, là il y a des... C'est de l'enseignement, quoi. C'est didactique comme univers. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé que, tu vois, sur les trois aspects-là, sur l'aspect éducationnel, c'était une vraie réussite et je trouve que c'est vraiment un livre à voir, ouais. Pierre Anne Frank, de toute façon, on parle toujours de dire aux enfants qu'il faut qu'ils le lisent, pas juste parce que c'était une gamine sous l'occupation nazie, quoi. C'est parce que c'était une vraie adolescente intelligente, quoi. Donc, c'est un vrai intérêt de la lire, quoi. Au-delà de l'occupation nazie. Ouais, non, mais complètement. Et ils en parlent, ils l'expliquent d'ailleurs à la fin du livre, et on s'en rend compte. Et cette gamine voulait devenir journaliste, mais tu lis ça, et tu dis, mais putain, elle avait une plume. Tout ce qu'il faut, elle a une plume, clairement, pour y aller, Donc voilà, c'est vrai que il faut pas... Moi, j'avais peut-être cette vision-là, justement, en tant qu'adulte, lire le journal d'Anne Frank, le journal intime d'une gamine pendant la guerre. Et en fait, non, non, c'est pas juste la guerre, c'est vraiment... Oui, puis c'est pas juste un journal intime. Ouais, c'est beaucoup plus, quoi. Donc voilà, c'est une BD, et comme je disais, c'est une BD qui ne sert pas l'œuvre, en soi, si ce n'est qu'elle la rend plus accessible, mais elle ne la modifie pas, elle ne la transforme pas. Donc, si elle en permet l'accès au plus grand nombre, pour moi, c'est une... Même de rafraîchir ses mémoires, parce que moi, le journal d'Anne Frank, je l'ai lu, mais il y a très longtemps, donc j'ai des bribes de souvenirs, donc... Histoire de rafraîchir les mémoires plus rapidement qu'en refaisant tout le journal d'Anne Frank, c'est aussi une bonne idée, quoi. Ouais, non, donc voilà, moi ça m'a pris, il est assez costaud, hein, il fait aussi ses 200 pages, un peu moins, je crois que 170 pour 16 €. Ouais. C'est aussi un bel objet dans sa BD Tech. Ouais. Oui, en plus, c'est un beau livre, il est chouette. Ouais. Donc voilà. Donc Chenin me l'avait recommandé, et je fais suivre, je le recommande également. Et je pense que ouais, ça vaut le coup, non seulement de le lire, mais de le garder, quoi.
Ok. et de le transmettre. Et ça, c'est comme l'histoire du XXe siècle. Oui. C'est effectivement, je regardais pendant que tu parlais, au-delà de Harry Folman, David Polonowski, et ils travaillent ensemble en fait depuis longtemps, ils ont fait tous leurs projets ensemble, c'est des auteurs qui sont éminemment politiques en plus, donc c'est vraiment... parce que je trouvais ça bizarre que ils s'attaquent à la BD, mais en fait c'est complètement cohérent aussi avec leur parcours d'auteur, de transformer le journal d'Anne Frank en BD, donc... C'est une demande qui a été... qui vient du fonds Anne Frank, qui a été donc créé par le père d'Anne Frank. C'est eux qui ont contacté ces deux auteurs-là pour qu'ils en fassent un livre. Et encore une fois, ils en parlent à la fin de la BD, il y a un petit texte explicatif où ils disent qu'eux-mêmes ont essayé parce que tu t'attaques à une sorte de monument, donc tu le mets pas en image comme ça, puis il y a des problématiques de voilà, il faut parfois résumer 10 pages en une case ou 2 cases de BD. Donc ils expliquent tout ça et c'est intéressant encore une fois. Ouais. Bon, à lire. Ouais, effectivement. Je te laisse la parole, Monsieur l'Ours, pour nous présenter 2 gros pavés. Enfin, c'est 2 tomes, j'imagine, mais Ouais. gros pavés quand même. Je vous parlerai que du premier, mais voilà, on va parler, donc, comme je le disais au début, du Problème à 3 corps, le premier tome d'une trilogie qui est globalement, généralement appelée la trilogie du Problème à 3 corps, même si je crois qu'elle a un autre nom en version anglaise. Roman de Liu Cixin, a priori ça se prononce comme ça, donc romancier chinois, et qui commence, je pense, à avoir un petit succès grand public après avoir eu un succès critique ces dernières années. Clairement, en Chine, c'est a priori un gros succès. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler, et pour remercier, on va dire, la librairie Le Fayeur, c'est à eux que je dois la découverte de ce bouquin, parce que je me suis pointé un jour avec l'envie de lire autre chose que mes sempiternels Terry Pratchett ou Robin Hobb, donc plutôt de la fantasy. J'avais envie de changer un petit peu de sujet tout en étant dans la culture de l'imaginaire, on va dire. Et donc, il y a une conseillère de la librairie Le Fayeur à Rennes qui m'a conseillé cette trilogie en me disant c'est vraiment un truc qui vous pouvez pas deviner en lisant les premières pages du tome 1 où ça va aller dans cette trilogie. Donc déjà, c'était un premier truc qui m'avait vachement intrigué. Cette promesse comme ça de quelque chose qu'on ne va pas pouvoir, on va dire, anticiper, qui est quand même assez rare aujourd'hui, et cette promesse que l'histoire va s'envoler vers vraiment dans des dimensions hyper intéressantes. Et la deuxième anecdote qui m'a fait sourire, c'est que alors que j'étais tout juste en train de commencer le tome 1, dont on va parler, il y a eu l'annonce comme quoi les 2 showrunners de Game of Thrones vont s'attaquer à l'adaptation de la trilogie en série pour Netflix. Donc il va falloir que je me dépêche de lire les bouquins avant de me faire spoiler, ce qui déjà a été un petit peu le cas pendant cette annonce-là, parce qu'il y a eu un synopsis un petit peu évolué, on va dire, qui a été fait de la série, et donc malheureusement je me suis fait spoiler sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc il y a fort à parier que dans les années qui viennent, on entend de plus en plus parler de cette trilogie, si la série est bien. Le Problème à 3 corps, c'est de la hard SF. Déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que par rapport à de la SF normale, type, on va dire Star Trek, type, même on va dire Star Wars, même si Star Wars c'est aussi de la fantasy, mais la hard SF, c'est de la science-fiction qui s'appuie sur des concepts scientifiques qui sont vraisemblables, voire existants. C'est un genre... C'est beaucoup plus réaliste que la SF. Voilà, classique. c'est tout à fait réaliste. Ou en tout cas, si ça l'est pas, ça s'appuie sur des concepts scientifiques existants. On peut citer par exemple Interstellar, qui quelque part est de la hard SF. Et ben là, on est complètement là-dedans, et c'est le point de départ de l'histoire, puisque je vais vous la résumer, et j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à ne pas lire du coup la 4e de couve du roman qui, je trouve, spoil un petit peu le cœur du sujet. Oui, Jou qui est en train de la lire, mais il a déjà commencé le livre, donc c'est pas très grave. Et donc je vais vous faire ce résumé-là. On suit un scientifique qui est appelé par un groupe militaire pour infiltrer un réseau scientifique, on va dire,
un club regroupant de grands scientifiques terrestres qui s'amusent à théoriser sur de grands concepts de science. Mais il s'avère que dans ce club de scientifiques, de plus en plus de suicides se font jour dans des conditions inexpliquées. Et donc ces militaires qui soupçonnent quelque chose, peut-être une attaque terroriste, on va dire, ou de l'espionnage d'autres pays, tout ça, ça se passe en Chine, hein, je le rappelle, de nos jours, va donc demander à ce scientifique de faire cette infiltration, puisqu'on a proposé à ce scientifique de rentrer dans ce club pour démêler un petit peu l'impact et l'influence que peut avoir ce club dans la sphère scientifique. Et à côté de ça, ce qui donne plus ou moins le nom au roman, on va suivre aussi la découverte que le scientifique fait d'un jeu en réalité virtuelle, donc dans lequel il se met dans une combinaison avec un casque, qui s'appelle le problème à 3 corps, et qui va le faire rencontrer d'autres joueurs, mais qui prennent la figure de scientifiques très très connus de l'histoire, comme Einstein, Newton, Galilée, et d'autres scientifiques plutôt asiatiques, dans la résolution d'une énigme dans le jeu qui consiste à anticiper la manière dont une planète fictive peut survivre à la rotation autour de la rotation autour de 3 soleils différents. Donc là, rien que de dire ça, et je vais m'arrêter là dans le pitch, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est d'une assez bizarre, de deux très empreint de science et de deux assez original, on va dire, dans la manière dont il va déployer son histoire. Clairement, le premier tome, il faut s'accrocher. Moi, très régulièrement, je sortais de mes séances de lecture, de courtes séances de lecture en mode, ok, là, je vais prendre une pause, j'ai envie quelque part, de suivre cette histoire et de lire la suite, mais pas maintenant. Là, maintenant, j'ai envie de faire une pause. Ouais. Et le lendemain, je reprenais avec plaisir, mais il y a vraiment un moment donné où il y a un trop-plein qui s'opère. Pourquoi ? Parce que, justement, l'auteur se plaît à décrire des concepts scientifiques à travers ses personnages, qui sont de grands scientifiques éminents pour la plupart, de manière très détaillée, très très longue. C'est presque de la vulgarisation. Ça m'a fait presque penser... par certains aspects au livre de Bruce Benamran de la chaîne Y Penser, qui a fait un bouquin de vulgarisation scientifique où il aborde lui aussi comme ça des concepts de science. Ça m'a fait presque penser à ça, tellement c'est creusé et pas du tout anodin dans le concept du roman. Donc il faut avoir de l'appétence pour ce genre de choses, mais à côté de ça, il y a aussi une enquête, il y a aussi du mystère, il y a aussi des choses qui sont impossibles, on va dire, scientifiquement, mais qui ont une raison d'être et qui vont nous amener à vouloir continuer. Et il y a aussi cette promesse, et c'est peut-être le seul petit spoil que je vais faire, c'est d'emmener le récit vers des sommets inattendus, et c'est là le petit spoil que je vais faire, c'est que la promesse, en gros, de ce premier tome, c'est que l'histoire va se dérouler sur 400 ans. Et ça donne vraiment envie de suivre le tome 2 que je suis en train de lire, là j'en suis près à la moitié, qui s'appelle La forêt sombre. Et je trouve qu'en ça, le roman marche vraiment bien, parce qu'on a quand même envie de savoir la suite. Et d'ailleurs, le roman numéro 2 commence vraiment presque... avec que des nouveaux personnages et il y a vraiment un truc où il faut faire la connexion et voilà. Mais en tout cas, le problème à 3 corps est un roman que je trouve qui se mérite. Alors on en parlait un peu en off. Est-ce que aujourd'hui on a un peu perdu la patience de lire des choses un peu plus exigeantes ? Est-ce que c'est la traduction qui forcément traduit du chinois, donc peut-être qu'en chinois c'est plus concis, peut-être qu'en français c'est plus déployé en termes d'écriture, je ne sais pas. En tout cas, il faut s'accrocher, et il faut aussi s'accrocher pour une raison qui est liée à l'exotisme quelque part du roman, c'est que ça prend place dans la Chine de nos jours, mais avec un peu des flashbacks au niveau de la révolution culturelle chinoise. Et donc il y a forcément des repères historiques et culturels qu'on n'a pas, ne serait-ce que même dans le fait que les personnages portent des noms chinois, et donc il faut réussir à mémoriser quelque part ces noms pour repérer quels sont tel et tel personnage. Mais finalement, quand on lit de la fantasy, on est aussi un petit peu habitué à ça, donc c'est pas très très grave. Mais il y a tout un truc à apprivoiser par rapport à ça, et une fois qu'on est là-dedans,
je trouve en tout cas, et le tome 2 quelque part donne la récompense de ça, valorise vraiment le lecteur dans la pugnacité qu'il a eue de lire ce bouquin. Donc je le recommande, je lui ai mis la note de 7 sur Kifim, donc c'est pas non plus un énorme coup de cœur on va dire, mais la promesse de cette libraire à Le Fayeur est ok pour moi, j'ai eu envie de continuer, j'ai été surpris et encore une fois, a priori, on ne peut vraiment pas savoir jusqu'où l'histoire va nous emmener, ce qui est déjà le cas du tome 2. Et donc, pour ça, je trouve que ça vaut le coup, quoi. C'est ça le truc avec ce livre. C'est vrai que moi j'en ai lu, j'ai lu à peu près la moitié du tome 1. Bon, après, moi j'ai une problématique en ce moment, c'est que j'ai énormément de mal à lire, comme on disait tout à l'heure, quoi. Donc ça fait, comme disait Lozla tout à l'heure, ça doit faire c'est pareil que lui, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je suis sur ce bouquin. Et c'est vrai que il y a 2 choses dans ce bouquin, c'est que c'est bourré d'intelligence. Tu le sens quand tu le lis, quoi. C'est que même si c'est traduit, c'est quand même bien écrit. Tu sens qu'il y a des concepts qui sont maîtrisés. Tu sens qu'il y a de l'intelligence qui transpire de partout, et tu sens que ça a été vraiment pensé comme bouquin. La problématique, c'est que moi, le souvenir que j'en ai à la moitié du bouquin, c'est que je sais toujours pas où il va aller, quoi. Je sais toujours pas s'il va me parler d'extraterrestres au final, s'il va me parler de voyage dans le temps, s'il va me parler de voyage dans l'espace. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame, mais il te le dit pas, et il faut que tu le suives pour en apprendre plus. Mais c'est aussi le truc qui fait l'intérêt du livre, c'est que tu sens que tout ça pourra arriver, que ça va s'amener tranquillement et qu'il le développe juste à son rythme. Et comme tu disais, t'as envie de savoir ce qui va se passer, et t'as envie même de stress de savoir de quoi va parler le livre, si ça va parler de ces thèmes-là ou d'autres choses. Mais c'est un bouquin intelligent. C'est sûr que c'est un bouquin vraiment intelligent et intéressant à lire. Il y a 3 petites choses à préciser aussi. L'auteur et le traducteur ne sont pas avares en notes de bas de page, ce qui est bien souvent très utile, soit pour quand c'est le traducteur qui le fait, mieux comprendre. Un parti pris pour. Alors soit ça, soit préciser justement des éléments culturels chinois que l'auteur met dans son bouquin parce que tout le monde en Chine doit connaître, mais nous on est aux fraises par rapport à ça. Et quand c'est l'auteur qui le fait, plus pour étayer, on va dire. Justement plutôt le côté scientifique des choses en rappelant un peu à quelle époque tel ou tel concept a été évoqué. La deuxième chose, c'est que ce qui est assez sympa et ce qui permet quand même de rythmer un petit peu la lecture par rapport à ce côté très dense dont je parlais, c'est que la mise en forme du texte est régulièrement chamboulée pour les raisons du récit, soit parce que on est en train de lire un rapport d'un militaire, écrit plutôt comme si c'était à la machine, soit parce qu'on est en train de lire un dialogue en particulier, ou alors c'est un flashback, ou alors voilà, il y a vraiment des choses qui tout d'un coup changent un peu. Alors parfois c'est un peu plus dur à lire, on peut être fan ou pas de ça, mais je trouve que c'est sympa, ça permet d'imager presque, de donner un ton différent à la lecture. Et le troisième truc que j'ai pas dit, c'est que très rapidement quand même dans le livre, on va aussi avoir une dimension très humaine en fait dans le récit, qui lorgne un peu vers l'aspect philosophique, voire religieux dans on va dire est-ce que l'être humain est une race qui vaut la peine, on va dire, d'être considérée comme étant une race intelligente, une race positive. Voilà, on rejoint un petit peu des choses par rapport à Renaissance, par rapport à Anne-Mars. Il y a aussi ça un peu dans ce truc-là. Et au-delà de l'aspect scientifique, RDSF, il y a aussi ce truc de cette société qui arrive un peu en bout de vie, en bout de course, et qui se pose un peu des questions mais en fait, est-ce que l'humain est vraiment ce qui est arrivé de mieux à la Terre, quoi. Donc là-dessus, voilà, il y a aussi un truc par rapport à ça. Donc c'est presque un truc assez somme en fait quand on le raconte, quoi. Il y a vraiment de tout. Il y a de la RSF, il y a du jeu vidéo, il y a de la philo, il y a de la. Enfin bref, c'est la qualité. Dense. Je pense que c'est la qualité et le défaut de ce bouquin, c'est que c'est dense. Mais c'est dense dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est dans le mauvais sens où il faut prendre son élan pour le lire,
Et comme tu disais, il faut le mériter, ce bouquin. Et c'est aussi dense dans le sens où il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer et que son bouquin est quand même bien pensé et l'histoire, tu sens qu'il l'a vraiment bien réfléchi et qu'il va pas, enfin, il va vraiment quelque part. Donc, c'est un bouquin qui se mérite pour moi, mais qui est en effet pas hyper facile à lire. C'est dispo chez Babel, c'est pas très cher, en poche, 10 euros. Babel, qui est une maison d'édition, ou un label en tout cas, qui a vraiment des trucs très sympas en SF, notamment si vous voulez regarder. Moi, j'avais découvert Babel via la trilogie Silo, qui est très bien aussi. Donc, voilà, c'est un bon bouquin. On peut même préciser, il a gagné des prix, il a gagné un prix en France en 2015. Je disais ça tout à l'heure sur la 4e de couve. Ouais. Et l'auteur, apparemment, en Chine, est une star et qui a gagné je sais pas combien de fois un prix. Donc, je me suis pas trop renseigné sur l'auteur, mais effectivement, ça peut être intéressant de voir aussi comment le grand public et peut-être même le pouvoir politique a reçu ce bouquin, parce que clairement, le début du livre commence pendant la révolution culturelle chinoise, qui est un moment quand même très important de l'histoire récente, qui n'a pas été non plus, on va dire, soft, on va dire. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dessus. Ouais. Vraiment. C'est tout pour moi. Merci à vous deux. Ça clôt donc cet épisode réservé aux livres. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode dédié aux jeux de société, normalement. Yes. Et puis, d'ici là, retrouvez-nous sur Kifim. Venez noter, commenter. On est également sur Discord. On mettra le lien dans la description de ce podcast. À bientôt. Salut. Salut.